Les jours et les semaines passent et nous nous retrouvons chaque fois que c'est la fin de la semaine. En tout cas, nous vous adressons nos salutations les plus chaleureuses et nous vous disons merci d'avoir décidé d'être des fidèles de la belle radio et télévision et particulièrement de Ça va chauffer, de cette chaîne panafricaine internationale. En tout cas, nous avons encore une fois et comme d'habitude préparé un bon menu pour vous et j'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Et ça, c'est grâce surtout aux Georgettes. Les Georgettes, vous connaissez le principe, ce sont les chroniqueuses de cette émission. Il y en a sur ce plateau central. Nous sommes ici à Libreville, capitale du Gabon, et précisément dans le centre audiovisuel Nelson Mandela. Et puis, il y a un autre plateau, lui, qui est éclaté à Dakar, en Côte d'Ivoire, en Italie, au Cameroun, parfois en République démocratique du Congo, d'autres fois au Ghana. En tout cas, nous sommes bien présents et nous avons avec nous les Georgettes pour débattre d'un certain nombre de sujets. Et justement, ces sujets interpellent les uns et les autres. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, vous avez presque l'obligation de participer à cette émission en téléphonant et pour donner votre avis. Et ça, c'est très important et c'est de cette façon, de la confrontation des idées et des arguments que parfois jaillit, dit-on, la lumière. Merci encore d'être en notre compagnie. Notre équipe est au grand complet. Je vous ai parlé des Georgettes, mais il y a cette équipe technique et de réalisation, l'idée par Bill Mangué avec la collaboration de Pape Diouf, de Sila Youssouf Sébastien et de Olivier Tutua. Nous sommes bien en place et nous avons décidé de prendre notre envol à partir du Gabon avec une artiste. Voilà, c'était le cadeau que nous vous offrions pour bien démarrer cette émission, mais aussi pour vous souhaiter un très bon week-end. Tout de suite, nous allons prendre la direction de l'Italie pour retrouver Adrienne qui se trouve à Milan. Adrienne Kofi, bonjour. Bonjour, Monsieur Georges. Bonjour les Georgettes. Oui. Alors, bonjour, Adrienne. Voilà. Voilà, ça va, ça vient et les bonjours sont tout à fait chaleureux. Merci beaucoup d'être encore une fois en notre compagnie. Ça s'est bien passé la semaine? Ben, ça s'est bien passé la semaine. Sauf que? Sauf que, bon, on a rejoint nos voisins avec la hausse des contaminations du coronavirus. Alors, malheureusement, dans la journée d'hier, on a battu le record 10 000 nouveaux cas et 55 décès. 10 000 nouveaux cas et 55 décès. Alors, ça fait peur. L'Italie était... Ça fait peur. L'Italie a été l'un des plus touchés pendant les débuts en Europe, les débuts de la pandémie en Europe. Oui, on était le premier pays à être vraiment touché. Alors, et jusque-là, ça allait bien, ça semblait aller bien. Il y a à peine 15 jours, l'OMS nous faisait des clins d'œil pour nous encourager. Et malheureusement, voilà, c'est reparti. Alors, comme on dit ici, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On est en train de voir, je crois que c'est un peu au niveau de la Movida, c'est-à-dire les jeunes gens de retour des vacances, voilà, qui a provoqué un peu cette hausse vraiment considérable, quoi. Alors, voilà. cette remontée, est-ce qu'elle n'a pas un lien également avec le temps? Parce que vous êtes sorti de l'été, vous êtes... De l'été, oui. Oui, le temps joue beaucoup parce que, bon, normalement, en automne comme ça, c'est déjà les grippes de la saison. Donc, l'un dans l'autre, ça va faire qu'il y aura beaucoup de cas. Bon, certainement que le coronavirus, on pourra quand même essayer de les séparer des grippes normales, entre guillemets, si on veut l'appeler ainsi. Alors, sinon, pour l'instant, voilà, c'est dur. Quelles sont les mesures qui ont été prises? Les mesures qui ont été prises, vraiment difficiles. Il y a des couvre-feux depuis hier. Donc, le couvre-feu? Oui, les bars et les restaurants vont fermer à partir de 22h. Ah, ok. Sinon, voilà. Sinon c'était libre, hein? Sinon, c'était libre. Mais là, ils vont fermer à partir de 22h. Et puis, je crois que dans les restaurants, il ne faut pas plus de 30 personnes. Ah.
Voilà, vraiment c'est des restrictions assez dures qui sont en train. Mais il y a encore d'autres décisions qui doivent être prises très bientôt. Bon, je crois qu'il y a des écoles aussi qui sont obligées de fermer. Par exemple, dans le département de Naples et autres, il y a des écoles qui sont déjà fermées jusqu'à fin octobre pour voir un peu comment les choses vont se présenter après. Ok. Alors, espérons que les Italiens et tous ceux qui habitent en Italie vont respecter ces mesures barrières et faire en sorte que nous ne connaissions pas la situation qui a prévalu il y a quelques mois en Italie, qui présentait l'Italie comme le pays le plus infecté en Europe. Mais actuellement, on a nos voisins qui battent quand même un peu le record. Lesquels? La France, l'Allemagne. L'Espagne, oui, l'Allemagne, l'Espagne, oui. Et l'Angleterre aussi, voilà. OK. Alors, ça vous met dans quel type de situation au niveau de votre esprit? Il faut appeler les choses par leur nom. On a tout simplement peur. Parce que le traumatisme est encore là sous nos yeux, on n'a pas oublié, on ne peut pas oublier. Et moi déjà, entre jeudi, hier, quelques personnes que j'ai rencontrées, vraiment dans les regards, tout le monde est triste. Tout le monde est triste. Inquiet, mais il faut rester vigilant tout de même. Il faut rester vigilant. On est obligé d'essayer de vivre avec. Il faut qu'on aille de l'avant. Le gouvernement ne parle pas encore du lockdown au vrai sens du mot, comme on a dû le faire au mois de mars dernier. Mais pour l'instant, vraiment, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Et pendant ce temps ici à Libreville, ici au Gabon, eh bien, c'est plutôt un allègement des mesures. Bonjour Axel. Bonjour Georges. Vous avez gardé le foulard rose pour... Octobre rose. Pour qu'on n'oublie pas que nous sommes en octobre, octobre rose, mois de sensibilisation face à la montée aussi du cancer chez la femme, du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Vous avez passé tout de même une bonne semaine? Oui, très bonne semaine. Alors ici, comme je le disais, les mesures sont en train d'être allégées. Le couvre-feu avait d'abord démarré de 18h à 5h du matin, ensuite à 6h du matin. Ensuite, on est passé de 20h à 5h et maintenant, depuis hier... De 22h à 5h. De 22h à 5h. Les gens ont ressenti cela comme... une bouffée d'air frais, en fait. Ça, tout le monde était content parce que, en fait, c'est vrai que ça dure. Ça fait longtemps que tout cela a commencé. Et les gens sont un peu fatigués. Tout le monde veut reprendre ses activités normales. Oui, mais n'empêche que le virus, il est là. Hein, donc, on ne peut pas être fatigué de subir ces mesures. Oui, mais c'est vraiment pesant, en fait, de ne plus pouvoir vivre comme avant. Oui, c'est très difficile. Mais qu'est-ce que vous voulez, on n'y peut rien. Donc, les mesures s'allègent. Désormais, le couvre-feu, c'est à partir de 22h. Et ça, je crois, ça fait plaisir à beaucoup de gens. Et puis, n'oublions pas qu'à partir du 30 octobre, à partir de la fin de ce mois, les églises, les lieux de culte en tout cas, les restaurants, etc. vont ouvrir. Oui. Bon, ça veut dire que le Gabon maîtrise sa chose, ça veut dire qu'il y a une certaine maîtrise de la gestion de la pandémie. Exactement, et puis ça fait longtemps qu'on est toujours à 8000 cas, donc ça veut dire que la menace est moins forte qu'auparavant. 8000 cas, hein? Oui. Ça ne vous donne pas envie, Adrienne, de venir ici? J'avoue que hier, dans mes pensées, je disais pourquoi, si je pouvais, je rentrais au pays. Ah oui, parce que... Et puis bientôt, il va faire chaud. Il va faire très chaud, contrairement à chez vous, en Italie, où il commence à faire frisquet. Bientôt, il va faire chaud et je crois que la chaleur joue un rôle important dans la propagation ou non de ce virus. Alors, merci beaucoup, Axel, pour ces informations. On va prendre la direction de la Côte d'Ivoire. Comment allez-vous, Pulchéry? Bonjour. Oh, bonjour, Monsieur Georges. Bonjour je ne vous entends pas très bien, Pulchéry. Bonjour. Ah, voilà. Monsieur Georges, vous m'entendez? Je vous entends. D'accord. Donc, je saluais les Georgettes, Adrienne, Carole, Zita, Axel et toutes les autres. OK. Bonjour. Voilà, vous avez la réponse d'Axel, vous avez la réponse d'Adrienne. Vous avez passé une bonne semaine?
Oui, une bonne semaine, un peu mouvementée. En début de semaine, on a eu quelques soucis, mais par la grâce de Dieu, hier, tout s'est bien déroulé. Ah bon? Quels sont ces soucis que vous avez eus? Témoignage avec vous. C'est que, vous savez, mon père est dans le domaine de l'éducation, il est enseignant. Il a fait le primaire, le secondaire et ensuite l'université. Donc, il est fondateur d'un établissement qui se trouve à Divo. Divo, c'est une région qui se trouve pas loin d'Abidjan, après Tiassali et tout ça. Donc, fondateur de cet établissement-là, on a eu le lundi la nouvelle de ce que 3 élèves de son école seraient portés disparus. Les enfants ont été enlevés par un chauffeur de taxi, un conducteur de taxi. Ah oui? Vous savez qu'en ce moment, il se passe à Abidjan et partout dans les villes de la Côte d'Ivoire, beaucoup d'enlèvements d'enfants. Pas seulement d'enfants, mais de grandes personnes aussi, des personnes âgées et tout ça. C'est vraiment compliqué. Vu que nous sommes dans une situation assez difficile, les élections et tout ça, donc c'est vraiment pas prudent. Donc ces 3 enfants-là, ce sont des frères du même père et de la même mère. Ah oui? En revenant de l'école, ils ont été enlevés par le conducteur de taxi. Et le chauffeur a garé, il a parlé en langue aux enfants, il parlait la langue Peul. Il a dit aux enfants, venez monter, c'est votre père qui m'envoie vous chercher. Et les enfants tout petits comme ça, là, il y a un de la maternelle et les 3 petits garçons là, ils ont couru puisque le gars, il a parlé en langue. Donc ils sont montés dans le taxi et hop, il est parti avec les 3 enfants. Donc du lundi au vendredi, hein, puisque c'est hier qu'on a reçu la nouvelle. Vous voyez, 3 à 4 jours comme ça, sans nouvelle de ces enfants-là, franchement, c'était traumatisant pour nous. Je suis pressé de savoir s'ils ont été retrouvés. C'était vraiment difficile. Oui, ils ont été retrouvés. Amen. Parce que moi, j'étais en contact avec les parents des enfants. Donc, c'est l'oncle en question, l'oncle qui était chargé de recevoir tous les appels et SMS. C'est lui qui m'a appelé hier pour me donner la nouvelle. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce chauffeur de taxi? Qu'est-ce qu'il a fait de ses enfants? Franchement, hier, quand il m'a appelé l'oncle, je lui ai demandé tous les détails. Il m'a dit que, comme lui, il n'était pas présent dans la ville de Divo, puis il vit il effectue les déplacements d'Abidjan à Divo. Donc, aujourd'hui, on aura toutes les informations complètes. Et ce qui est sûr, les enfants ont été enlevés à Divo et on les a retrouvés à Gagnoa. À plus d'une centaine de kilomètres. À Gagnoa, d'une ville à une autre. Ok. Alors, le plus intéressant, c'est qu'ils ont été retrouvés. Ils sont sains et saufs. Ils ont été retrouvés. Sains et saufs? Oui. Sains et saufs. Ok. Alors, je reste avec... Durant ma semaine. Je reste avec vous sur Divo pour dire que c'est dans cette ville que le candidat Kakabe Kouadio Konan-Bertin a décidé de lancer sa campagne présidentielle. Effectivement, M. Kakabe, le candidat à cette élection présidentielle 2020, s'est déplacé pour Divo. Donc depuis 2 jours, il est présent sur les lieux pour lancer sa campagne. Ok. Voilà. Bien. Alors, on va revenir à vous, on va revenir aux autres, Georgette, mais c'est l'occasion pour nous déjà d'informer les uns et les autres que nous sommes aujourd'hui le 17 octobre et que chaque 17 octobre, eh bien, l'ONU a décidé que ce soit la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Depuis 2005, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a promulgué la journée mondiale du don d'organes et de la greffe chaque année le 17 octobre. Chaque année, des milliers de patients subissent l'angoisse de l'attente d'un don d'organes dans l'espoir d'une greffe. Tous les jours, des hommes, des femmes et des enfants meurent faute d'avoir pu être transplantés à temps. Dans le monde, le don d'organes et de tissus est régi par des lois de bioéthique soumises à 3 grands principes: le consentement présumé, la gratuité du don et l'anonymat entre le donneur et le receveur. L'objectif de cette journée mondiale est de sensibiliser les populations sur le don d'organes, car le constat est alarmant. Il n'y aurait en moyenne qu'un organe disponible pour une demande sur 3 fois supérieure. Voilà, c'était un rappel qui nous a été fait par une autre Georgette Zita qui n'est pas sur ce plateau. Donc nous sommes bel et bien aujourd'hui, 17 octobre, journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Nous allons en parler très rapidement avec Carole. Bonjour Carole, vous êtes à Douala au Cameroun. Qu'est-ce que cela vous inspire? On en avait parlé un peu dans un des numéros de Ça va chauffer. Il y a un trafic des fois d'organes parce que quand on suit la chute du sujet de Zita, on se rend compte qu'il y a 3 fois plus de demandes que d'organes disponibles.
Bonjour. Bonjour Carole. Je vous vois, mais je ne vous entends pas. Ah voilà, je vous entends maintenant. Je ne vois pas et je ne sens pas très bien votre sourire habituel. Voilà, il vient. Ma copine. Ok. Voilà. Alors, ça s'est bien passé la semaine? Oui, ça va, ça s'est bien passé. Ok. On a envie de demander, vous n'avez pas été gazé, hein? Non. Non. Ok. C'était calme. Voilà. Alors, voici un sujet. Ok, voici un sujet qui fait l'objet de commentaires aussi, et on voudrait avoir le vôtre. Journée mondiale du don d'organes et de la greffe. On sait que les dons d'organes et les greffes, eh bien, font l'objet des fois de trafic mafieux, on va le dire. Carole, surtout en cette période de Covid. Hein, oui, je dis surtout en cette période de Covid. Oui. Vous avez suivi depuis le début de cette pandémie que certaines personnes qui seraient décédées de cette pandémie-là étaient gardées par le personnel médical et les familles étaient interdites d'approcher le corps, même de le voir, de voir les cadavres de leurs proches. Et ça a suscité cette affaire de business autour des organes qui sont, les corps qui sont profanés, les organes qui sont arrachés. On a eu un sujet ici même dans cette émission, un sujet qui venait du Cameroun, où on parlait d'un corps qui avait été mutilé dans un hôpital de la place. Et les familles soupçonnaient donc les autorités administratives de cet hôpital-là d'avoir de trafic d'organes humains. Ouais. Donc je pense que avec la Covid, c'est encore plus probant que les gens n'aient pas cette volonté-là. Ça s'est passé ainsi avec le sang, le don du sang. Il y a de moins en moins de personnes aujourd'hui qui donnent leur sang pour sauver des vies parce qu'il y a eu cette histoire de trafic de sang, des poches de sang par des sociétés secrètes qui en auraient besoin, non pas pour leur santé, mais pour boire, pour des pratiques occultes, etc. Donc voilà, c'est pas le don d'organes, c'est pas trop une culture chez nous. Hein. On parle beaucoup de sorcellerie, de trafic d'organes humains pour des fins de sorcellerie, mais pas pour sauver des vies. Je pense que ce n'est pas encore, c'est pas encore entouré chez nous, c'est pas encore encadré. Alors nous on va garder l'aspect le plus positif de la chose, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses personnes qui sont malheureusement malades, qui ont certains organes qui ne marchent plus très bien et qui attendent des dons d'organes pour subir une greffe et continuer de vivre. Malheureusement, il y a plus de demandes que d'organes disponibles et bien malheureusement, très souvent, il y a un trafic qui se tisse autour de ces besoins et c'est bien malheureux, c'est vraiment malheureux. Alors, c'est l'occasion peut-être de sensibiliser les uns et les autres sur ce trafic, mais d'insister pour dire que des fois, il faut pouvoir accepter de céder un organe à quelqu'un qui en a besoin parce que, bon, si on prend par exemple le cas du rein, il est dit qu'on peut peut-être continuer de vivre avec un seul rein, alors on peut des fois céder, offrir, donner un rein à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Bon, c'était pour dire ce rappel, dire que nous sommes aujourd'hui la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Nous sommes également aujourd'hui la journée mondiale du refus de la misère, n'est-ce pas? On va planter le décor et on va commencer à discuter. Le 17 octobre, c'est la journée mondiale du refus de la misère, inspirée par le père Joseph Helsinki et des milliers d'anonymes qui se sont réunis sur le parvis des droits de l'homme à Paris en 1987. Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l'ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur conviction que la misère n'est pas fatale. Ils ont proclamé leur solidarité avec ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire.
En 1992, la journée mondiale du refus de la misère est officialisée par les Nations Unies. Cette journée est l'occasion de laisser s'exprimer ceux qui traversent ces difficultés ou qui vivent dans la misère. Selon la Banque mondiale, l'extrême pauvreté continue de progresser en Afrique subsaharienne, à l'inverse de toutes les autres régions du monde. Par exemple, en 2015, le nombre d'habitants vivant dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire en dessous du seuil de 1,90 $ par jour, est passé de 1,9 milliard en 90 à environ 700 millions en 2015. Mais l'extrême pauvreté continue de progresser en Afrique subsaharienne, qui abritait en 2015 plus de la moitié de la population mondiale vivant avec moins de 1,90 $ par jour. Les projections indiquent que cette région concentrera en 2050 près de 90% des personnes vivant dans l'extrême pauvreté. En 2018, l'Afrique noire compte 413 millions de gens vivant avec moins de 1,9 $ par jour. En 2019, 780 millions d'êtres humains subissent encore l'extrême pauvreté selon les Nations Unies. Cela fait plus de 11% de la population mondiale vivant en dessous du seuil international de pauvreté, c'est-à-dire avec moins d'1,90 $ par jour. Et toujours cette même année, la pauvreté s'est aggravée en Afrique. Si le taux d'extrême pauvreté y est passé de 54% à 41% en 25 ans, le nombre de personnes vivant avec moins d'1,90 $ a considérablement augmenté, passant de 278 à 400 millions d'Africains en raison de la forte augmentation de la population. L'instabilité de certains États ainsi que la multiplicité des conflits en Afrique et au Moyen-Orient ont particulièrement contribué à renforcer l'extrême pauvreté de cette zone du globe. Chère Georgette, chers auditeurs et chers téléspectateurs, que faut-il faire selon vous pour réduire la misère en Afrique? Votre contribution est attendue au 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon, au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes hors du Gabon ou par WhatsApp. Les choses sont très claires, elles sont nettes, la pauvreté progresse et la pauvreté, elle crée la misère. Et aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre, journée mondiale du refus de la pauvreté. Il y a quelqu'un qui a dit « Hi, mais si la misère, on ne peut que la refuser. » Oui, on ne peut que la refuser, mais il faut d'abord en être conscient. Il faut être conscient que la misère nous entoure et nous assaille. Je repars en Italie, retrouver Adrienne. Comment sentez-vous cette misère à travers l'Afrique, mais aussi à travers l'Europe, parce que en Italie, on sait que l'Italie est déséquilibrée du point de vue économique et il y a des zones où il frappe la misère. Ben oui, c'est vrai. Il y a des zones, par exemple, vers le sud est beaucoup frappé par la misère. Mais bon, il y a quand même un équilibre. Quand je parle d'équilibre, c'est même s'ils sont frappés par la misère, mais certainement qu'ils ont le matériel qu'il leur faut, peut-être pour travailler par rapport aux pays africains. Par exemple, dans des champs de café, cacao, il va falloir peut-être avoir des tracteurs ou d'autres machines et autres, plutôt que des machettes. Mais par rapport aux pays, disons par rapport au sud de l'Italie. Adrienne, allô? Oui. Ne quittez pas. Bonjour. On a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Jean. Bonjour. Bonjour, monsieur Jean. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Comment vous allez? Moi, je vais très bien. Oui, je vais très bien. Ok, vous êtes monsieur et vous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô? Bonaventure Oubadji, depuis la Gambie. Vous appelez d'où? Depuis? Allô? Oui, nous sommes avec vous. La Gambie. Depuis la Gambie. Merci beaucoup de nous appeler de la Gambie. Alors, vous avez entendu notre sujet. Oui. Nous sommes aujourd'hui la journée mondiale du refus de la misère. Allô? Oui. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Oui, je pense que pour refuser la misère, oui, il faut partir d'abord. Allô? Oui. Il faut partir d'abord de la base, de l'éducation de base. Il faut déjà dans les écoles commencer à inculquer
à inculquer le travail, à inculquer le principe, à expliquer la misère aux tout petits et à montrer le danger de la misère. À montrer le danger de la misère. Et comme ça, dès le bas âge, nos enfants prendront déjà le taureau par la corne. Parce que la misère, je pourrais dire que la misère, ce n'est pas une fatalité. Il faut la faire, il faut la détruire. C'est le premier ennemi de l'homme. Donc, il faut commencer déjà par l'éducation. Okay. L'éducation de base, au secondaire, et à l'université, et en faire une charte même, une charte pour chaque nation. Pour chaque nation. Oui, moi je pense que c'est par là d'abord qu'il faut commencer. Donc vous souhaitez je m'en arrête là d'abord. Question quand même, vous pensez qu'il faut commencer par l'école, mais des fois dans certaines contrées africaines, il n'y a même pas d'école. Vous êtes avec nous toujours? Oui, je suis là, monsieur Josaboko. Alors, j'étais en train de dire que dans certaines contrées, vous souhaitez que la lutte contre la misère commence à l'école, mais je suis en train de vous dire que dans certaines contrées africaines, il n'y a pas d'école. Il n'y a même pas d'école. Oui. Quand il n'y a pas d'école, il y a une école. Je vous dis pourquoi il y a une école. Il y a une école. Il y a une école d'abord familiale. Il y a une école familiale. La maison déjà est une école. Ok. Dans chaque famille déjà constitue une école. Il faut que les Africains commencent à inculquer cela aux enfants pour dire que la misère n'est pas une bonne chose. Et comprendre la chose déjà à bas âge, et pas le taureau, pas la corne. On me dira, d'autres me diraient que on risque d'entraîner les enfants déjà comment j'allais dire, à se révolter. Les enfants qui travaillent. Oui. Voilà. Mais ce n'est pas ça, mais déjà inculquer. Apprendre déjà à l'enfant que d'abord dans la cour, il peut déjà produire la tomate, il peut déjà faire l'élevage, avoir une basse-cour, il peut déjà faire ceci, il peut déjà faire cela. Tenez-vous bien, je vous donne l'exemple de la Gambie où je réside actuellement. Oui. Quand vous prenez un dalasi fait 12 francs CFA. C'est la monnaie locale. Tenez-vous bien, le piment, un seul piment coûte 8 dalasi. 8 dalasi. 8 dalasi. Ramenez ça au franc CFA et vous allez voir l'unité de piment. Quand vous prenez la tomate, quand vous prenez ceci. Donc, il faut déjà inculquer cela, donner le goût à l'enfant, le goût de l'entrepreneuriat, le goût de ne pas rester à l'oisiveté, le goût de chercher l'argent. On me dira non, il ne faut pas tout de suite entraîner les enfants à travailler, à faire cela, mais on fera cela avec méthodologie. Voilà, c'est bien noté. On fera ça avec méthodologie. C'est bien noté. Nous vous remercions. Votre idée, elle est bien. Dès le bas âge, il faut inculquer aux enfants le refus de la misère et leur inculquer les notions d'entrepreneuriat. Merci beaucoup de nous avoir appelés de la Gambie. Restez en notre compagnie. Nous avons encore beaucoup de temps à passer avec vous, à passer avec les autres. Et merci beaucoup d'être connectés sur notre chaîne et sur cette émission. À bientôt. Nous allons retrouver maintenant, comme c'était le cas tout à l'heure, Adrienne qui était en train de nous expliquer que la misère en Italie, ce n'est pas la même chose qu'en Afrique, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je disais. Parce que si on prend le cas des paysans italiens, je veux dire même dans leur parcelle, ils ont quand même des machines. Outils.
Oui, voilà, ils ont des machines. C'est pas toujours les outils rudimentaires comme chez nous en Afrique. Donc, il y a quand même, je veux dire, par rapport à l'Afrique, il y a un avantage. Maintenant, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions changer un peu notre situation? Moi, je dirais toujours que bon, il faut aller jusque là-haut, en haut de l'organigramme, c'est-à-dire les gouvernements qui prennent vraiment en considération. Oui. Mais voilà. Parce que bon, pour permettre à ces paysans de bénéficier de, comment on appelle, peut-être créer des coopératives, même enseigner, donner une certaine base, une éducation pour intégrer cette coopérative et puis bon, essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut produire et puis bon, comment est-ce que bon, on peut peut-être, ces paysans peuvent avoir des crédits pour acheter peut-être d'autres matériels, des machines, peut-être ce ne serait pas de gros tracteurs comme ici, comme on le voit ici en Europe, mais tout ce qui peut déjà commencer à aider pour peut-être produire une grande quantité et surtout de la qualité. Okay. Dans un premier moment, c'est ce qu'il faut voir. C'est-à-dire, il faut toujours aller de là-haut. Moi, c'est toujours le problème qui se pose. Il faut commencer par le chef de l'État. Voilà, il faut commencer. C'est bien compris. Donc, au niveau, par exemple, de l'agriculture, vous préconisez qu'il y ait beaucoup plus, qu'il y ait une motorisation de l'agriculture. Voilà. De cette façon, l'agriculture va être un métier avec moins de pénibilité et avec beaucoup plus de production, de productivité. Voilà. C'est bien noté. Qu'est-ce que, Axel, qui a planté le décor avec ce sujet, qu'est-ce que vous en pensez, vous? La misère, d'abord, il faut en être conscient. Et puis, il faut surtout, tout le monde est d'accord, il ne faut pas se dire que c'est une fatalité. Une des choses, un fait marquant, c'est que dans le reste du monde, tout va bien, la pauvreté diminue, mais en Afrique, la pauvreté, elle augmente en fait. Et ça me fait me demander, est-ce que les Africains, en fait, se rendent compte que la pauvreté, qu'ils sont, en fait, les générateurs de la pauvreté, en fait? Est-ce qu'ils se rendent compte que leur manière de vivre, ou je ne sais pas, en fait, il y a forcément des raisons qui font en sorte que la pauvreté ne fait qu'augmenter en Afrique? Oui, c'est parce que les conditions de vie sont difficiles. Les conditions de vie sont difficiles. L'un des éléments les plus importants de la misère, c'est la faim. La faim, c'est qu'on n'arrive pas à manger. Et ça, c'est grave. Dans un pays qui peut, dans un monde, pardon, des pays africains où on peut développer l'agriculture. Et en fait, je pense que c'est le devoir de tout un chacun de se poser la question, comme le monsieur l'a dit, est-ce que c'est au niveau de l'éducation, en fait, est-ce que c'est au niveau d'autres choses? Parce qu'il n'y a que une personne qui a eu faim, qui peut comprendre en fait ce qu'avoir faim. Et malheureusement ou heureusement, il y a beaucoup de dirigeants qui n'ont jamais eu faim en fait. La faim, en fait, qui ne se rendent pas compte que la faim existe. Voilà, la faim, en fait, oui. Avoir faim, c'est différent de. J'ai mangé à 7 heures et puis je saute le repas, donc à 19 heures j'ai faim. Non. Avoir faim, en fait, dans le cas de la misère, c'est se demander où la nourriture va venir. Ne pas pouvoir manger aujourd'hui, ne pas pouvoir manger demain. Voilà, et ne pas savoir d'où la nourriture ou l'argent pour acheter la nourriture va venir. Et beaucoup de personnes, en fait, aiment bien juger, parler des plus pauvres, dire peut-être que c'est à cause d'eux qu'ils ont faim, c'est à cause d'eux peut-être leur manière de vivre, peut-être certains se prostituent, etc., etc., à cause de la faim, en fait, et ils les jugent, mais vous ne pouvez pas juger la personne tant que vous n'avez pas été à la place de la personne, en fait. Et j'aimerais, en fait, qu'on pense à ça, qu'on pense aux personnes qui ont faim et essayer de résoudre le problème, en fait. D'arrêter de les juger, d'arrêter de dénigrer les gens parce qu'ils font... Il faut faire preuve de solidarité. Pas seulement de solidarité, en fait, parce qu'il y a solidarité avec mépris et solidarité avec... Ah non, solidarité avec mépris, c'est pas de la solidarité. La solidarité tout court. Mais il y a beaucoup de personnes qui aident et qui aident parce que, bon, tu es dans la galère, tu es un pauvre petit, tu n'as rien, je t'aide parce que j'ai un peu plus d'argent, ou bien tu es paresseux, tu ne veux pas travailler, etc., etc.
mais il y a aussi la solidarité où on va comprendre le problème et on va essayer de le régler véritablement comme le font les autres pays. Ok, donc il faut faire preuve de solidarité face à ceux qui subissent la misère. Il faut introduire les notions d'entrepreneuriat dès le bas âge. Il faut demander à nos dirigeants de faire en sorte que l'agriculture soit mécanisée. Et qu'est-ce qu'il faut encore, Carole? Qu'est-ce qu'il faut ajouter encore? Parce qu'il y a beaucoup de choses. La misère, c'est quelque chose de difficile, de dur. Et on voit comment, dans certains pays, le ministère des Affaires sociales ou bien les institutions chargées des affaires sociales, des fois, se retrouvent complètement incapables de réagir. Bon, je ne sais déjà pas pourquoi... Pourquoi c'est... Carole, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve tout à l'heure, Carole. On va prendre un autre auditeur ou téléspectateur. Allô, bonjour. Bonjour, c'est toujours Bonaventure Mbadi, je reviens. Et dans les résolutions dont vous parlez tout à l'heure, oui, vous avez parlé de la solidarité. Oui. Je ne suis pas totalement d'accord. Je ne suis pas totalement d'accord pour la solidarité. Je prends toujours l'exemple du pays où je suis. La Gambie. Sans avoir nommé, je garde le nom, mais il y a un personnage, un grand personnage qui a aidé, qui donnait, il avait une grande charité. Il donnait au moment où il était aux affaires. Mais aujourd'hui, il n'est pas là, il n'est plus là. Mais quand vous voyez cette population que ce grand personnage aidait, mais cette population est misérable aujourd'hui. Parler d'être solidaire, de faire la charité ou de charité, je dis non pour éradiquer la misère. Non. La Vous avez aussi parlé de la mécanisation. La mécanisation, je ne suis pas totalement pour. Il faut partir d'abord des éléments de base. Oui. Il faut commencer d'abord à labourer à la roue. Il faut apprendre, même si quelqu'un n'a pas les notions de base. Si vous lui donnez 10 000 tracteurs, il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire. Il faut que la personne sache d'abord manipuler la roue, avoir une passion, par exemple, pour la terre, pour la basse-cour. Oui. Quand vous parlez de mécanisation, l'Afrique n'a pas besoin de la mécanisation avant de se développer. Nous avons des terres. Regardez en Israël, par exemple. Vous qui êtes journaliste, vous allez partout, vous voyez partout. En Israël, ils n'ont pas de portions de terre. Avec des petites portions, il faut des merveilles. Aujourd'hui, nos terres n'ont même pas besoin d'engrais. Ok, c'est ça le débat. Les avis sont parfois complémentaires ou d'autres fois contradictoires, mais c'est tout ça le débat. Merci beaucoup encore, cher ami Bonaventure, d'être connecté sur cette émission et de nous donner chaque fois votre avis sur le sujet qui fait l'objet de débat. Alors, j'étais en compagnie de Carole qui se trouve à Douala, au Cameroun, qui était en train de s'interroger sur quoi? Carole, vous pouvez continuer. Oui, j'étais en train de m'interroger sur la lutte que certaines puissances ont menée contre le communisme. Parce que c'était l'exemple même de la solidarité dans un État de communisme où il fallait partager les biens des différentes richesses du pays presque à part égale. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'impérialisme. On sait que l'un de nos héros africains, Thomas Sankara, de très regrettée mémoire, était un anti-impérialiste parce que l'impérialisme va toujours accoucher de la misère. Il y aura d'une part les riches qui deviendront plus riches et les pauvres qui deviendront plus pauvres. Dans ce type de... Donc, on parlerait de capitalisme rude. Donc, je pense qu'aujourd'hui, peut-être, si nous sommes... Oui, sauvage.
Aujourd'hui, je pense que dans ce monde où les plus grands mangent les tout petits, il faudrait que les Africains, parce que nous avons quand même nous prendre de quelque part, ce qui fait l'Africain, c'est la solidarité, c'est l'hospitalité, c'est la teranga. C'est ça qui fait l'Africain. Je pense que nous devrions retourner à ces différentes valeurs-là qui ont fait... qui ont été magnifiées dans les livres d'histoire dédiés au continent africain, cette solidarité envers les peuples, envers l'autre qui n'a pas, et bien celui qui a au village devrait partager avec celui qui n'a pas. Nous avons des programmes de développement aujourd'hui qui sont des programmes de développement économique où les plus riches viennent encore arracher, les plus riches viennent encore arracher les petites terres qui restaient aux villageois pour y construire des entreprises qui ne leur servent pas, par exemple, des entreprises qui vont fabriquer des objets qui ne servent pas aux populations. Les populations continuent d'avoir faim. Par exemple, ici au Cameroun, il y a encore des milliers de villageois qui sont en train d'attendre l'indemnisation promise par le gouvernement de Yaoundé par rapport au fait que l'autoroute Douala-Yaoundé ou Yaoundé-Douala, comme ils le disent à Yaoundé là-bas, on a arraché des terres à plusieurs villageois qui attendent encore aujourd'hui d'être récompensés, qu'on leur donne ne serait-ce que quelques petites terres encore pour pouvoir y pratiquer de l'agriculture et nourrir leur famille. Donc je pense que le capitalisme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et le capitalisme sauvage, l'impérialisme est en train de tuer les valeurs africaines. Alors comment en sortir? C'est ça la grande question. Comment en sortir? Paul Biya, le président de la République du Cameroun, a toujours dit dans ses discours que l'agriculture était l'or éternel des populations africaines, l'agriculture. Il faudrait que les jeunes, au lieu de chercher à travailler dans les bureaux, à être des bureaucrates, dépenser des millions de francs CFA dans les concours publics, ils devraient plutôt chercher des terres pour faire de l'agriculture, pour cultiver, pour élever le poisson, pour élever les animaux aquatiques, etc. Et puis surtout faire de l'agriculture vivrière. Oui, voilà. Donc Paul Biya, le président de la République, lui, il a toujours dit dans ses discours, mais il faudrait aussi qu'il y ait des terres. Parce que si les populations les terres sont accaparées aux populations, on ne sait pas sur quelle terre ces populations-là feront de l'agriculture. Et je remercie beaucoup le premier téléspectateur qui a parlé de cet apprentissage-là, cet entrepreneuriat jeune depuis la maison. Il faudrait que les parents, aujourd'hui malheureusement, on est dans des grandes villes où on n'a plus assez d'espace. Il faut que les villages soient développés par les gouvernements. Il faut que de plus en plus les villages soient développés et que les terres restent les terres, qu'on n'arrache plus les terres aux populations. Comme cela, les parents pourront rentrer dans leur village de temps en temps, pendant les vacances, je ne sais pas, avoir un petit champ ou des champs où les enfants vont apprendre à cultiver du macabo, les produits saison, et on ne manquera pas de nourriture. Parce que c'est ça l'objet de la journée. Ok, et donc c'est donc une façon déjà de commencer à combattre la misère. Pulchéri, vous êtes à Grand-Bassam, on a envie d'avoir votre avis sur cette question qui est difficile parce que la misère, eh bien, c'est un état qui met l'homme dans une situation des plus compliquées et qui l'empêche de se développer, de vivre en harmonie avec lui-même et avec tout ce qui l'entoure. Pulchéri, nous sommes aujourd'hui la journée mondiale du refus de la misère. Comment est-ce que l'Afrique peut se débrouiller pour refuser cette misère? Comment l'Afrique peut se mettre pour vivre sans la misère? Vous savez, M. Georges, j'ai été totalement d'accord avec le premier intervenant qui nous a appelé depuis la Gambie pour demander à ce qu'on inculque d'abord les valeurs à nos enfants depuis la maison, avant même que ça ne se fasse à l'école. Donc, pour moi, il faut enseigner les enfants dès le bas âge. Okay. C'est très important. Oui. Et puis, depuis certains temps, on remarque qu'au niveau de l'éducation, c'est-à-dire à l'école, que ce soit au collège et dans les universités,
sont rajoutées des matières d'entrepreneuriat dans le programme des élèves. Ça, c'est merveilleux. Donc, il faut apprendre à tout le monde, la jeunesse et tout le monde, de savoir entreprendre. C'est très important aussi. Et parce que la misère, c'est d'abord l'extrême. Comme l'a dit tout à l'heure, c'est le fait d'avoir faim et tout. J'ai envie de vous dire quelque chose. Bon, là, vous avez parlé des enfants, tout et tout, c'est bien beau, mais il y a des adultes, là, en ce moment. Oui. Au moment où je vous parle, il y a quelqu'un, quelque part, qui a faim, qui n'a pas mangé depuis 3 jours. Qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'il refuse cette misère dans laquelle il... Oui, Georges. Oui. Vous savez, ce matin, avant de commencer cette émission, j'ai visionné une vidéo du Gabon. Ça datait de 2018. C'est un reportage sur justement la journée mondiale du refus à la misère. Et il y a une maman, une dame âgée depuis le Gabon qui disait que Dieu nous a donné la grâce d'avoir l'intelligence et la sagesse. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'asseye là pour dire voilà, on est pauvre, on est dans la misère et puis accepter ça. Non, il faut sortir de cette mentalité-là. Il faut qu'on a les 2 mains qui sont là, il faut penser, il faut songer à créer quelque chose de ses mains, faire du commerce, faire quelque chose, c'est très important parce que ça soit là, il attend toujours l'État, attend le gouvernement, on ne s'en sortira pas. Bien. Alors, mais je pourrais intervenir. Allez-y. Oui, je voulais juste aussi attirer l'attention parce que bon, malheureusement, il y a d'autres régions du continent. Si on prend le cas du continent africain, il y a des régions qui sont vraiment touchées par les calamités. Oui. Bon, où il y a la sécheresse. Ces gens vraiment souffrent de... Voilà, ces gens-là souffrent vraiment de faim. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question que je pose. Parce que c'est pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, c'est pas parce qu'ils ne veulent rien faire. Mais là, il y a les calamités naturelles qui s'abattent. On fait parler de la solidarité. Voilà. OK. Je pense qu'on n'a pas fait le tour de la question, mais nous sommes obligés de continuer de passer les vitesses de cette émission pour demander aux uns et aux autres de continuer de réfléchir sur la question parce qu'il faut ouvrir les yeux sur tout ce qui nous entoure. La misère frappe l'Afrique et il faut faire en sorte que la misère recule. Et chacun peut avoir... sa solution, et si on met toutes les solutions ensemble, on peut véritablement faire reculer la misère. Maintenant, nous voici en train de retrouver notre rubrique qui s'appelle le zigzag culturel, qui va nous donner quelques repères en matière d'art et de culture. Cela nous permet également de souffler un peu et d'oublier quelque peu le coronavirus. Nous sommes en compagnie de Zita dans son zigzag. L'artiste réunionnaise Gwendoline Absalom présente Vargasai, son second album, enraciné à la Réunion, un monde fait de sonorités, de parfums, d'envie, de conscience, de créole. Le concert s'est déroulé au studio de l'Ermitage à Paris en France le 14 octobre dernier. Voyage au pays de l'autre, une exposition accompagnée d'un livre est un regard, un partage, jeu de miroir, miroir du jeu, quelques images en résonance. 50 ans de voyage. Au-delà des images mentales, riches, pauvres, noirs, blancs, les auteurs ont provoqué ce face-à-face imaginaire que nous portons en nous. De l'Afrique noire à la Loire, de Tombouctou à Ouessant, du Sahara à chez moi, d'ici et là-bas, en passant par la Vistule et la Sibérie, nous sommes tous des autres. La projection se fera du 14 au 20 octobre en France. Salon Art Talent Tour est un événement qui réunit plusieurs talents de la mode, histoire et société, en passant par l'artisanat d'art. Pour cette 12e édition, le salon propose de se retrouver dans une ambiance intime à la maison, avec comme fil conducteur l'initiation. De nouvelles thématiques impulsées par les auteurs du salon, l'événement a lieu ce 17 octobre à Paris. Chère diaspora africaine est un séminaire en ligne sur le vote des diasporas africaines. Un laboratoire de savoir-faire des diasporas africaines qui se tient ce 16 octobre 2020 à Sciences Po Bordeaux et à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Kouklou
Clan est un film documentaire qui retrace une histoire méconnue du public américain, car en partie refoulée du plus ancien groupe terroriste des États-Unis qui a mis en œuvre par une violence largement impunie ses visées racistes de 1865 à nos jours. En 1865, une poignée de vétérans sudistes de la guerre de sécession fondent une société secrète dans le Tennessee élue dans le nom de Ku Klux Klan, peut-être en référence au grec Kuklos qui signifie le cercle. Par jeu, puis pour terroriser, ils se parent d'attributs pseudo-médiévaux, robes et cagoules, dissimulant leur identité. Sur 9 millions d'habitants, 4 millions de Noirs libérés de l'esclavage vivent alors dans les anciens États fédérés du Sud. Ce film est sorti le 13 octobre dernier, à voir absolument. C'est tout pour ce zigzag culturel. À la semaine prochaine. Tu te sépares avec une fille après un mois, se marie. Ça veut dire qu'elle était fiancée ailleurs depuis. Ok, alors moi je retiens une chose, hein. Vous vous séparez vous séparez de quelqu'un et puis un mois après la personne se marie, ça veut dire que la personne était déjà fiancée, hein. Ça c'est, alors ce sont les dures réalités, n'est-ce pas, Axel? Oui, ça peut arriver, ou bien un coup de foudre et puis la personne décide de se marier sur un coup de tête. Un coup de foudre, c'est spécial. Adrien a entendu dire quelque chose. Vous vous séparez de quelqu'un, un mois après la personne se marie. Moi, je disais quelque chose. On appelle ça la grâce, monsieur Georges. Non, moi, je suis d'accord avec le gars. Ça veut dire qu'il était déjà fiancé. Pulchérie dit quoi? On appelle ça comment? Moi, je dis que c'est la grâce de Dieu. La grâce? C'est la pure grâce. De qui? Comme le disent les chanteurs de chez nous ici, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Donc, à peine Dieu a mis quelqu'un sur sa route pour... C'est une grâce, hein. Ok, d'accord. Alors, Carole, vous vous séparez de quelqu'un, un mois après, vous vous mariez. C'est quoi ça? C'est mon compatriote qui le dit, hein. Oui, oui. Ça veut dire que... Je pense... il y a plusieurs hypothèses. Ça peut être que non, ça veut dire qu'elle était déjà... pendant qu'il était en relation, elle était comme vous les hommes vous faites, hein. C'est-à-dire on ne reste pas avec un plan A seulement, on a un plan A, voilà. Donc si A ne convainc pas, oui, comme vous faites là. Si A ne convainc pas, eh bien B est là. Et si B ne va pas, il y a C. Bon, ça va. On était juste en train de sourire un peu. Vous jetez l'éponge. Non, ça va. Quand on parle des hommes, je jette l'éponge. Non, voilà. Ça va. On a compris, ça va. On était juste en train de vouloir sourire un peu. Ok, maintenant vous savez que cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler a été marquée par une date, le 15 octobre. Qu'est-ce qui vous inspire? Le 15 octobre, nous avons décidé de choisir cette date-là parce que, eh bien, à cette date-là a été assassiné un grand Africain panafricaniste, Thomas Sankara. Et aujourd'hui, nous avons décidé, comme disent les anglophones, tribute to Thomas Sankara. Cette semaine, nous avons décidé de décerner la Palme d'Or du mérite à Isidore Noël Thomas Sankara. Né le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta, devenu plus tard Burkina Faso, Thomas Sankara a été tué le 15 octobre 1987 à Ouagadougou. Anti-impérialiste, panafricaniste et tiers-mondiste, il lutta pour l'émancipation de son pays et de l'Afrique. Il engagea aussi une lutte farouche contre la corruption et le gaspillage, pour la valorisation des produits locaux, la libération des femmes, le développement de son pays et de l'Afrique. Thomas Sankara a demandé à toute l'Afrique de s'abstenir de se soumettre à rembourser une dette qui n'avait aucun sens à ses yeux. Thomas Sankara a finalement été assassiné le 15 octobre 1987. 33 ans après sa disparition tragique, Thomas Sankara et ses idées demeurent un souffle d'espoir pour de nombreux Africains.
Thomas Sankara prend place ainsi au Panthéon de l'Afrique aux côtés de Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, pour ne citer que ces dignes défenseurs et promoteurs du continent. La mémoire de Thomas Sankara ne peut qu'être honorée à un moment où de nombreux dirigeants africains s'illustrent de la moins brillante des manières, au moment où l'Afrique éprouve encore beaucoup de mal à se rassembler pour véritablement se prendre en charge et marcher résolument vers son développement. Thomas Sankara, forever. Je ne vous entends pas, Carole, je ne vous entends pas, Pulcheri, je ne vous entends pas, Adrienne. Voilà. Nous avons décidé de décerner la Palme d'Or à titre posthume, bien sûr, à notre modeste niveau, à Thomas Sankara. Tout à l'heure, Carole, vous étiez en train de parler et vous avez évoqué ce nom, Thomas Sankara. Oui, il faut même faire de la révérence quand on évoque le nom de Thomas Sankara. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Faire de la révérence. Eh bien voilà, ok. Je pense que c'est quelqu'un, s'il était encore vivant aujourd'hui, nombre de chefs d'État africains auraient honte de le regarder dans les yeux. Donc Thomas Sankara, c'est notre mari à nous, les femmes, parce qu'il militait pour l'émancipation de la femme. Okay. C'est le père, oui, c'est le père des hommes d'aujourd'hui qui demande à ce que... Allô, bonjour. Ne quittez pas, Carole, ne quittez pas. Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Et chez vous? Ça va aussi bien, moi j'appelle au Congo, ici au RDC. RDC, République démocratique du Congo. Ok. Vous êtes monsieur? Ok. Moi aussi, pasteur Trésor, hein? Pasteur Trésor à Béni. Voilà, enchanté. Alors, vous réagissez, s'il vous plaît, sur lequel des sujets? Oui, bon, donc je suis arrêté vraiment parce que hier, j'avais voulu parler sur un propos sujet. On ne m'a pas accueilli dans votre Damanim aussi. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas comment la sujet. Ah, aujourd'hui, on a parlé du refus de la misère, on a parlé de la journée mondiale des dons d'organes et de la greffe. Et puis là, maintenant, on est en train de parler de Thomas Sankara. Thomas Sankara, 33 ans déjà. Allô? Ok. Mais vous êtes pasteur. Vous êtes pasteur, monsieur? Ah, il est parti. Mais restez connectés sur cette émission parce qu'on va parler d'un pasteur tout à fait particulier tout à l'heure. Hein? N'allez pas trop loin, on va parler d'un pasteur. Alors, Thomas Sankara, Carole, vous avez fini? Ah, il est parti. Mais reste... Vous avez dit révérence devant Thomas Sankara. Et je disais que peu sont les chefs d'État aujourd'hui qui auraient regardé Thomas Sankara en face s'il était encore vivant. Et je pense que c'est un homme, comme on en rencontre une fois tous les siècles, c'est l'un des pères de l'Afrique, c'est l'un des enfants dont est fière l'Afrique. Je ne sais pas s'il y a plusieurs Africains qui peuvent même avoir le courage de délier ses lacets. Donc c'est un homme, jusqu'ici au Cameroun, il y a beaucoup d'hommes politiques qui se revendiquent de Thomas Sankara. Quand on cite les héros africains, il est l'un des premiers cités. Mais j'ai quand même besoin de pousser mes... Sa personne, sa personnalité, son idéologie. Oui, allez-y, je pense qu'on a... Je suis encore obligé de vous couper, Carole. Il y a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Bon, il a l'air d'être parti. Je vous laisse terminer. Terminons, Carole. Qui était un homme complet, il luttait pour l'émancipation des femmes, pour l'émancipation du continent africain, pour l'émancipation de son Burkina Faso. Il luttait contre le colonialisme, contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme blanc, le capitalisme, tous ces mots-là qui minent l'Afrique aujourd'hui, surtout la valorisation de la culture africaine. Je pense qu'il ne portait que du paille africain, que du tissu africain. Donc c'est un exemple. C'est un exemple d'un bon enfant. Un bon Africain. Je m'avais en Côte d'Ivoire retrouvé Pulcheri. Thomas Sankara vous inspire quoi? Nous sommes dans la semaine Thomas Sankara.
Thomas Sankara, bien vrai qu'il est décédé dans la même année où je suis née, c'est une bravoure pour tous les pays africains. Parce que avoir la lutte pour tout type africain, c'est-à-dire les hommes, les femmes et tout ça. Donc là, je profite de l'occasion pour rendre hommage à ce grand homme, à son pays. Et puis son épouse Mariam Sankara qui est encore là, qui est toujours dans le combat. Et c'est la lutte pour le panafricanisme. Donc voilà. Ok, c'est bien noté. On est fiers de lui. On est fiers de lui. Et Axel, comment se fait-il qu'on ait eu des Thomas Sankara, des Mandela, des Lumumba, et que cela n'inspire pas les dirigeants actuels? Il y a quoi qui ne marche pas? C'est une très bonne question. Je ne sais pas qu'il faut leur poser. Pourquoi on pose la question à nos dirigeants? Oui, pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant d'égoïsme? Pourquoi tant de népotisme, etc. etc. Pourquoi faire proliférer les conflits, etc. etc. En fait, c'est des questions qu'on se pose. Étant donné aussi qu'il paraît qu'avant la colonisation, l'Afrique, les royaumes africains, c'était des royaumes prospères où on vivait dans l'harmonie, la majesté, etc., etc. Qu'est-ce qui fait en sorte que de nos jours, en fait, maintenant que vous avez le pouvoir, qu'il y a plusieurs qui sont très traditionnalistes, très proches de leur culture, qu'on ne retrouve pas en fait la même chose, en fait, la même prospérité, la même solidarité, l'amour pour tout le monde et en fait le développement en fait. Je ne vais pas dédouaner nos dirigeants, mais je vais vous dire que c'est quoi le véritable problème en fait? L'Afrique a subi 400 ans de colonisation, a subi la domination, l'impérialisme, la colonisation, etc. Et l'Afrique continue de subir la domination. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je suis à vous maintenant, Adrienne. Pourquoi Thomas Sankara n'inspire-t-il pas les dirigeants africains? C'est la même question quand on a en face de nous un Nelson Mandela ou un Lumumba ou un Kwame Nkrumah. Pourquoi ces grandes figures n'inspirent pas nos dirigeants? C'est ce qu'on a envie de savoir. Avant de répondre, je poserai une question de savoir... tous nos nouveaux dirigeants, est-ce qu'il y a un cocktail, il y a un vin spécial une fois qu'ils l'ont goûté? Et puis bon, Mais si, je vais vous dire, ce vin, il est tout à fait spécial, c'est le pouvoir, la soif de pouvoir, le goût du pouvoir, le goût de ça, comme on dit. Le goût de chat. Oui. Ça rend fou, hein, le pouvoir. Okay. Oui, c'est tout le problème qui est là. Ouais. Tom 5, déjà même par l'uniforme, quand on le voyait arriver, on savait qu'il était vraiment un homme intègre. Tout ce qu'il a bâti au niveau du Burkina traduit ses idéologies. Et c'est vrai, les nouvelles générations devraient essayer de suivre ses pas, d'essayer de traverser ce moment difficile de l'Afrique en essayant de copier ces illustres personnages. Mais bon, est-ce que quand ils vont se présenter, qu'ils vont goûter à ce vin, ils vont changer? On ne sait pas. C'est un gros point d'interrogation qui reste. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de candidats vraiment qui veuillent imiter, enfin, essayer je dirais pas de porter, disons, le manteau de Nelson Mandela. Mais pourquoi il n'y a personne? Ne quittez pas, Adrienne. Allô? Oui. Allô, monsieur? Ah non, il a l'air d'être parti. Oui, continuez. Il y a beaucoup d'interrogations. Pourquoi? Ben oui, mais pourquoi? Oui. C'est-à-dire qu'il faut trouver ce vin-là qui est servi à peine ils sont élus. Il faut voir, je sais pas combien de volumes il y a. Et encore s'ils sont élus. Il faut voir le dosage et puis à partir de là, peut-être que tous les problèmes peuvent se résoudre au niveau du continent africain. Sinon, c'est inadmissible. C'est difficile. Je sais pas ce qui se passe. C'est vrai que nous avons subi l'esclavage. À l'époque, encore, on pouvait dire qu'on n'avait pas de choix. Ils nous ont surpris. Mais maintenant, quand nos dirigeants sont là, c'est vrai qu'ils sont en train de signer tous les papiers, même si on est obligé de subir encore de la domination. Mais dans le peu qui nous reste, je pense que chacun peut essayer d'utiliser ce peu-là pour venir en aide, aux populations. Donc, même là, quand on discutait déjà d'éradiquer la pauvreté, tout cet argent-là qu'ils essaient d'amasser ailleurs, ils peuvent construire des logements, renforcer le système sanitaire et tout ça, mais ils ne le font pas. OK. Ils ne le font pas. Ne quittez pas, Adrien. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô?
Oui. Allô? 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 Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Et vous êtes monsieur? Je suis monsieur I, mais j'appelle du Gabon. Vous appelez du Gabon. De quelle ville particulièrement? Nous sommes curieux. Hein? À Nidic. Ok. Enchanté, monsieur. Alors, comment voulez-vous intervenir? Qu'est-ce que vous voulez ajouter à notre débat? En fait, j'ai entendu les interventions par rapport au pourquoi les gens ne peuvent pas imiter nos grandes figures comme oui. Mandela ou... c'est par rapport à cela que je voulais intervenir. Allez-y, allez-y. Donc, moi, je pense qu'il faut déjà regarder la manière d'être élu de nos dirigeants. Vous avez, nous avons en Afrique, me semble-t-il, un déficit démocratique très sérieux. Et c'est ce qui fait que lorsque vous avez été mal élu, comme le sont la majorité de nos chefs d'État, notamment dans les pays francophones, oui. Hein, ils ne doivent rien au peuple, donc ils ne font qu'à leur tête. Et leur modèle devient aussi des modèles occidentaux. Parce que je suis un bon serviteur, je pense que je ne mérite pas place. Le peuple, c'est pas mon affaire. Oui. Ok. En tout cas, c'est bien noté. C'est bien noté. Merci beaucoup de votre intervention. Oui, vous voulez ajouter? Oui, je voulais ajouter quelque chose que... je voulais juste dire que lorsque vous prenez des pays comme le Gabon, des problèmes de nourriture et autres ne se posent pas, mais ce qui est en fait, ça, c'est un problème démocratique. Si je suis élu, je suis un député, par exemple, je suis élu par le peuple, je vais servir ce peuple. Mais si c'est les nominations, comme le sont la plupart des députés, là où ils sont mal élus et autres, ils n'ont rien à foutre avec le peuple. Ils n'en font qu'à... C'est parce qu'ils ont un autre maire, qui est celui qui a imposé leur élection. Ok, pas de gros mots. Alors donc, messieurs les députés, messieurs les maires, messieurs les présidents, vous savez que vos peuples, vos administrés ont des aspirations et ont des attentes. Donc, vous êtes, on va le dire, obligés d'être tout près de ces attentes et de tenter de leur donner satisfaction. Et vous pouvez vous appuyer pour cela sur les idées d'un homme comme Thomas Sankara ou d'un autre grand comme Nelson Mandela. Merci beaucoup, monsieur. Notre émission tire à sa fin, hein, n'est-ce pas? Je voudrais donner l'occasion aux uns et aux autres et aux Georgettes de dire leur mot de fin. Je vais commencer par Pulchéry. En Côte d'Ivoire, la campagne présidentielle est lancée depuis 2 jours. Il y a 4 candidats en lice. 2 ont décidé de boycotter cette élection. Comment est-ce que vous voyez les jours qui arrivent? Parce que l'élection a lieu le 31 décembre 2020. Pulchéry? Oui. En octobre 2020, oui, monsieur Georges. En ce moment, je ne suis pas à Bassam, je suis à Boaké. Ah, vous êtes à Boaké. Ah, vous nous avez dribblé, oui. Vous êtes à Boaké. Oui, le président sortant, le président Alassane Ouattara. Donc vous avez assisté au meeting du président Ouattara? J'ai pas pu pour des raisons assez personnelles. Oui. Voilà. Allez-y, allez-y. Donc, le président Ouattara qui a lancé sa campagne à Boaké et l'autre président, pas le président, le candidat Kakabe à Djibo. Oui. Donc, c'est accompagné cette élection déjà, donc ces 2 candidats-là sont sur le terrain. Ok. Et les présidents Afi et Bédier ont décidé de boycotter cette élection. Ok. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end aussi. Et puis, suivez tout. Bon week-end à vous également, à toutes les Georgiennes et puis à tous mes amis, surtout à tous ceux qui nous ont aidés à récupérer ces enfants disparus là. Ok. Vraiment, merci à tout le monde. Suivez tout de très près pour nous parce que nous avons besoin d'informations et dites-nous, hein, en tout cas nous on espère que les politiciens ivoiriens vont finir par trouver un terrain d'entente parce que les Ivoiriens sont fatigués de la crise qui perdure. Carole, oui, on va boucler. Quels sont vos vœux pour cette semaine? Faites vos vœux. Bon, pour une fois, je serai égoïste. Hein. Ah oui? Je me souhaite beaucoup de chance
je me souhaite beaucoup de chance. Des fois, on dit la charité bien ordonnée commence par... Soi-même. Par soi-même, ok, oui. De chance, c'est la semaine qui commence là, et voilà. Ok, profitez pour adresser nos chaleureuses salutations à Gisèle. Oui, Gisèle Pitondé. C'est la plus tenace de nos téléspectatrices au Cameroun. Ok. Elle va bien. Je dis bonjour et je souhaite un bon week-end à toutes les Georgettes, toutes les copines. Merci. Ok. Voilà. Merci. À toi, Georges, à toute l'équipe technique. Bon week-end à tous. Merci beaucoup. Voilà. Axel, nous bouclons. J'espère juste que d'ici 2021, le coronavirus sera complètement éradiqué. Ok, ça c'est votre vœu. Ok. Et puis on boucle avec Adrienne. Oui, avant de commencer l'émission, il y avait un des médecins qui était en train de parler pour dire que certainement que les premiers vaccins, on pourrait l'utiliser à partir de novembre, c'est-à-dire dans quelques semaines. Bon, ça semble un peu utopique. À propos des vaccins, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. Hein? Vaccin contre le coronavirus, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, nous demandons à ce que... mon souhait, c'est que qu'on trouve le vaccin et qu'on puisse s'en sortir. Voilà. Ok. Merci beaucoup, les Georgettes. Merci beaucoup à vous qui avez pu intervenir dans cette émission. On sait que beaucoup ont tenté, ça n'a pas marché parce que des fois ça bouchonne sur notre unique ligne. Mais en tout cas, nous vous disons merci. Merci aussi à tous ceux et à toutes celles qui ont suivi cette émission. Restez connectés sur les programmes de la Belle Radio et Télévision. C'est votre chaîne. Elle est panafricaine et elle est internationale. Nous vous souhaitons un très bon week-end et une très bonne semaine également. Et nous le faisons à travers un morceau qui s'appelle One Love Burkina. C'est pour saluer la mémoire de Thomas Sankara, mais c'est également pour vous faire plaisir. C'est un collectif d'artistes burkinabés qui vous propose cette musique que je sais que vous allez apprécier. C'est une autre version d'un morceau que vous connaissez très bien, un morceau de Bob Marley. Mais là, pour la circonstance, eh bien, nous faisons un clin d'œil à Thomas Sankara et j'espère que vous êtes avec nous pour célébrer ce grand homme. Encore une fois, bon week-end et à bientôt. Let's get together and